Cette semaine, on s'intéresse à la fameuse théorie Let Them. On se demande si l'allaitement, ça peut être sexy. Et on a un invité super spécial, le nutritionniste urbain Bernard Lavallée, qui vient nous jaser d'alimentation locale et des tendances nutrition 2025. Bienvenue au balado Urbania, où chaque semaine, on vous présente des histoires que vous avez peut-être pas vues passer, mais qui font réfléchir autant que ce qui fait la une. Moi, c'est Gab et j'ai une très faible tolérance à l'idiotie. C'est-tu vrai? J'aurais jamais guessé ça de toi. Moi, c'est Flo, puis des fois, je me cancellerais moi-même quand on se réécoute. Sérieux, Oui. c'est épouvantable. L'extrait de la semaine passée a tellement fait réagir sur TikTok, puis je C'est comprends. fou. Ben oui, mais ça soulève les passions. Ben oui, la touffe, ça a fait jaser beaucoup. Allez voir l'extrait sur TikTok si vous ne l'avez pas vu, puis commentez. D'ailleurs, on a eu des bons commentaires sur cet extrait-là. Oui, il y a Maurice qui a commenté « Difficile à vivre, haha, les problèmes des pays qui sont pas en guerre. » Oui, parce que je disais que ça doit être difficile à vivre d'avoir fait faire le laser dans la zone pubienne, puis de regretter plus tard. C'est vraiment un first world problem, effectivement. Et Gab, pas Gab moi, ici, mais une autre Gab. quelqu'un a commenté « 45 ans, l'air d'un bébé. Pas sûr que tu as déjà vu l'entrejambe d'une femme de 45 ans. » Have you? Effectivement. Voilà. Continuez à nous dire si vous êtes pour ou contre l'épilation totale de la touffe. De la touffe, ou pour ou contre la touffe. Qui commence cette semaine? Je pense que c'est toi. Ah oui, OK. Bon, ben j'y vais. Florence, tu vas être soulagée d'apprendre que je vais maintenant arrêter d'être constamment irritée par les comportements des autres, car grâce à une nouvelle théorie que j'ai trouvée sur TikTok, je suis maintenant super zen. Wow! C'est fini. J'ai hâte de voir. C'est la podcasteuse, conférencière et maintenant autrice Mel Robbins qui est derrière la théorie Let Them. Un truc très à la mode, particulièrement auprès des jeunes femmes entre 25 et 35 ans qui vivent un mauvais break-up. L'idée est née là où toutes les bonnes idées naissent, dans une publication Instagram. Depuis, Mel Robbins en a tiré un livre, The Let Them Theory, qui est rapidement devenu un best-seller. Puis l'idée n'est pas compliquée, mais c'est peut-être ça qui explique son succès. Si quelqu'un a un comportement qui t'embête, te dérange ou te blesse, laisse-les faire. Let them. Oui, on peut pas contrôler les autres, on peut juste contrôler notre propre réaction. Là, je te donne des petits exemples où tu pourrais appliquer la théorie dans ta vie. T'es pogné en file à la caisse derrière une Karen qui demande à parler au gérant? Let them. Ton ex t'envoie un message un peu weird juste pour avoir ton attention? Let them. Parles-tu de fait vécu? Oui, c'est arrivé. Ta collègue voyage pour le travail pendant que tu restes pogné au bureau? Let them. Là, t'as compris le principe. Ça prend beaucoup de contrôle de soi et de ses émotions, cette théorie. Wow. Ben, c'est ça, ça attire un peu ces principes de la pleine conscience et de la méditation, deux approches très populaires en psychologie en ce moment. On nous conseille d'observer nos émotions et notre réaction et de les accueillir plutôt que de réagir, ce qui, on va se le dire, est bien, là. Mais c'est difficile. Reste que ça me rappelle le conseil simpliste qu'on donne souvent aux gens anxieux. Arrête de stresser. Oui, c'est ça. Genre le fameux facile à conseil dire. qui aide absolument personne. Non, puis qui est impossible à appliquer. Oui, c'est ça. Puis c'est une théorie qui est aussi un peu nihiliste ou même stoïque, dans le sens où ça te désengage complètement des gens autour de toi. Ouais. Puis ça ne t'encourage pas à régler des problèmes ou à adresser des situations difficiles. C'est très passif comme affaire, là. Ben, c'est genre, ça me concerne plus, cette affaire-là. Je mets pas mon énergie là. Puis c'est un peu peut-être du déni aussi de comment ces situations-là te font sentir en mode « Hey, ça me frustre ou ça me dérange ou ça m'offusque, mais je vais faire comme si ça arrivait pas. » Ben, je pense que ce qui est intéressant aussi avec cette théorie-là et la popularité, c'est que c'est encore un exemple d'une espèce de truc qui pourrait être plus complexe, mais qui est simplifié dans une vidéo de 2 minutes puis que les gens appliquent tout croche. Genre, tu lis ça, puis au lieu de justement identifier tes propres émotions, les accueillir, les observer et donc mieux te comprendre, tu fais juste tasser l'émotion et ne plus la vivre. Ouais. Je sais pas si c'est une technique qui serait recommandée par les psychologues de ce monde, qui sont genre peut-être accueille ton émotion, essaie de comprendre pourquoi, communique avec l'autre. Oui, mais en fait, je pense que c'est ça qu'elle veut dire. J'ai l'impression que dans son livre, c'est un peu ça qu'elle explique, mais en version remâchée psychopop, là, mais je pense que les gens ne l'appliquent peut-être pas comme il faut. Justement, si, mettons, ta mère te dit un propos qui te blesse, puis tu te fais juste dire, ben je la laisse faire. Je pense pas que c'est la meilleure manière de régler ce problème-là avec ta mère. Tu sais, c'est quelque chose qu'on avait parlé au podcast aussi, où il y a quelques semaines, tu avais fait une chronique sur Protect Your Peace. Oui, là. c'est ça, le fameux mantra, là. Oui, comme laisse les gens, genre, si quelqu'un te dérange, sors-les de ta vie. Oui, c'est ça. Ce n'est pas positif. Là. C'est beaucoup de déni puis d'évitement, au final, je pense. C'est ce genre de technique-là. Oui, puis est-ce que toi, tu la connaissais, Mel Robbins? Oui, ben oui, je la vois partout dans mon feed. Elle est partout, cette dame-là, non? Moi, je l'avais jamais vue dans mon feed. Ah non? Non. Ah, moi, C'est j'aime comme, beaucoup le contenu de t'apparaît croissance dans ma vie. personnelle. Ah oui? De croissance personnelle? J'aime bien ça, moi. Oui, mais c'est ça. Elle est dans la croissance personnelle. C'est comme une... en anglais, ils disaient motivational speaker. Ouais. Comment on dit ça en français? Genre... Coach de vie. Coach de vie, un peu, ouais. Tout à fait. Toi, tu suis des coachs de vie. Ben, quelques-uns, ouais. Il y a Therapy Jeff aussi, que j'aime bien. Lui est oui, mais psychologue. il est thérapeute. Ouais. Ou psychologue. Aux États-Unis, c'est pas Ah, toujours je pensais qu'elle l'était.
Mel Non, Robbins. c'est une madame. Cette ligne est très mince, je pense, sur les réseaux sociaux. Oui, c'est ça, mais c'est qu'elle n'a aussi aucun background là-dedans. Mhm. Et là, elle nous donne des conseils comment mieux gérer notre vie. Mhm. Je sais pas. C'est une drôle d'affaire. Mais toi, Gab, est-ce que tu l'appliquerais, la théorie de l'EDM? Est-ce que tu penses que tu es une bonne candidate? Peut-être qu'effectivement, à l'occasion, je pourrais Être moins plus être détachée. gossée par les autres. Mais est-ce que c'est une théorie pour moi? Je pense pas non. Non. Mais peut-être que oui, des fois. Mais c'est bien de lâcher prise. Ben oui, je pense que c'est quand même important. Il faut juste choisir ses batailles au final. Ben, je pense que oui, mais non, je pense pas que c'est une théorie pour moi. Tout ce qui est très simpliste n'est pas pour moi. Parfait. C'est comme c'est trop. On dirait comme ça, je vais donner. Ben là, si j'applique ça partout, ça fonctionnera pas. Je sais Non, pas. c'est ça. Ben, c'est ça. Je pense qu'il faut savoir quand ça nous fait du bien de l'appliquer, quand ça dépasse un peu nos limites. Oui, puis je pense que c'est vrai que ça aide beaucoup de gens, mettons, en rupture. Mhm. Genre, ton ex s'est fait une nouvelle blonde, t'as de la peine, laisse-le faire. Tu sais. Let them. Tu sais, c'est plus une manière de te détacher dans certaines situations, mais Mhm. là, elle a dit que, Mel Robbins a dit qu'il y a des exceptions où tu ne peux pas let them. OK. Quand tu vois quelqu'un se faire battre ou être victime de discrimination, tu ne peux pas let them. OK. Il y a quand même des règles à tout ça. Oui, il y là. a des petites règles. Quand tu dois te défendre pour, par exemple, une augmentation salariale, Mhm. tu ne peux pas let them. Mm. Ou si quelqu'un dépasse tes limites. Mais c'est comme évident. J'ai l'impression que ça s'adresse juste au aux... complet là-dessus. Oui, ben c'est fou. Ouais. Je pense que ça s'adresse plus aux personnes qui sont facilement irritées. Ben, ou peiné, je pense que c'est Ouais. plus qu'irrité, je pense que c'est Mhm. affecté, tu sais, Mhm. trop par l'opinion des autres. Ouais, sensible. C'était tout pour moi aujourd'hui, mais j'ai oublié de te dire quelque chose en intro. Oui. Est-ce que je pourrais le plugger? Ben vas-y. OK, c'est que j'ai fait la route hier avec ma fille et je savais, comme elle n'arrivait pas à dormir, je voulais qu'elle fasse sa sieste, ça marchait pas. Et là, j'ai dit, hey, veux-tu qu'on mette le podcast à maman? Elle a dit, oui! 2 minutes après dormir. Ah, C'est tellement gênant pour moi. ben, C'était ma solution pour l'endormir. je pense que c'est correct. Je pense Est-ce que qu'on je est... la pèse ou je suis juste plate? On n'est pas Baby Shark. Non. Mais c'est pas ça que, tu sais, en tout cas, les berceuses fonctionnaient pas, mais moi, ma voix était tellement plate pour elle. Elle était comme, ah, le sommeil m'a trouvé à toi. J'aurais aimé y être. Cette semaine, Gab, je me pose une grande question. Est-ce Oui. que l'allaitement, ça peut être sexy? Mm. C'est une réflexion qui m'est venue en consultant des contenus de Lisanne Nadeau, où on voit son garçon de 3 ans agripper fermement sa camisole pour se faire allaiter, ou encore d'Elisabeth Rioux qui prend la pause sur la plage en maillot alors que sa fille, à peu près du même âge, est accrochée à son sein. Je pense que, comme beaucoup de monde, une de mes réactions initiales, ça a été de vivre un petit inconfort que la féministe en moi s'explique mal. Ça me chicote, fait que réfléchissons-y ensemble. D'un côté, je pense que ce genre de contenu-là devrait me réjouir. D'abord parce que, selon une étude de 2022, il y aurait près de 70% des mères qui sont insatisfaites de leur poids et leur silhouette après l'accouchement. Fait que voir des mères qui se filent dans mon feed, je pense que je trouve ça bien. Oui. Aussi, le tabou autour de l'allaitement, ça peut rendre la maternité super isolante. Pour le normaliser, il faut en voir. Fait que mettez-en des scènes d'allaitement en ligne. Et surtout t'sais. l'allaitement prolongé, hein. Ben, c'est là que je m'en vais. Ouais. Je pense que ça, c'est une des raisons pour lesquelles ça choque les gens, parce que souvent, quand ces contenus-là dérangent, c'est parce que c'est des scènes d'allaitement prolongé, donc avec des enfants de genre 3-4 ans qui sont au sein. Ça nous trouble bien gros, mais l'OMS le dit, c'est sain pour la mère et l'enfant, comme il n'y a pas vraiment de problème. Hey, l'allaitement là, par l'OMS est recommandé jusqu'à vraiment plus longtemps que vous pensez. C'est ça, hein? C'est drôle comme affaire. Ils disent que tu devrais même laisser ton enfant décider quand lui il est prêt à arrêter. Mhm. Mais des fois, ça peut être genre 6 ans. Ça, c'est fou. Mais tu vois, si c'est bien pour tout le monde, que la mère est consentante, que l'enfant, ça y tente, on Ben, peut-tu pourquoi pas s'immiscer là-dedans? En tout cas, aussi, il faut le dire, Lisanne Nadeau et Elisabeth Rioux sont jeunes, minces, belles, et on le sait, plus une femme correspond à ces standards-là, plus on sexualise tout ce qu'elle fait. Si une femme grosse postait la même photo, est-ce qu'on trouverait ça sexy? Je ne pense pas. Ouais. Troisièmement, je pense que ce qui dérange le plus, c'est l'idée qu'une femme puisse être mère et séduisante en même temps. Une mère, c'est censé être maternelle, doux, pure, pas sexy et désirable. Fait que dès qu'une femme devient mère, on dirait que la société veut lui retirer son droit à la séduction, comme si c'était un peu l'un ou l'autre. Cela dit, puis je finis là-dessus, on peut aussi se demander, est-ce que certains de ces contenus-là d'allaitement flirtent pas avec autre chose que la simple normalisation? Quand l'allaitement tend plus vers le thirst trap, est-ce qu'on peut s'interroger? Parce que c'est une ligne mince entre revendiquer son droit à la féminité puis glisser vers une mise en scène où il y a un mineur qui est un élément de décor dans une scène plus comme suggestive. Puis c'est là que je pense que ça dépend vraiment du regard que toi tu poses sur l'allaitement. Comment toi tu réagis à comme voir un sein, tu sais. Mais au-delà de l'allaitement, je pense que, en tout cas, moi qui est mère et qui a allaité longtemps, je me mets dans la position où j'ai le droit de commenter là-dessus. Oui. Toute photo de parents, comme peu importe le parent, en mode un peu sexy, qu'il n'allaite ou pas, avec son enfant, me met mal à l'aise. Ah oui?
Ben oui. Tu penses que les mères sont pas sexy? Oui, je pense que les mères peuvent être sexy, mais si, mettons, c'est une photo de famille où, genre, t'as ton enfant sur tes genoux, mais t'es comme... Tu poses un peu sexy, je trouve ça bizarre. Pourquoi? Qu'est-ce qui est bizarre? Ben, je suis d'accord, moi aussi, que on dirait que ça me... Il y a Ben, de quoi qui me rend inconfortable, mais objectivement. Donc, je sais pas, je vois pas pourquoi tu voudrais avoir l'air sexy avec ton enfant, mais peut-être que c'est pas... Ça, c'est peut-être moi qui ai plein de préjugés, puis que comme tu peux vouloir avoir l'air sexy en présence de ton enfant, je pense que tu peux. Je pense que c'est juste l'idée de poser sexy devant ton enfant qui me met un peu mal à l'aise. D'être en mode séduction en présence de ta progéniture. Oui, mais c'est... Oui, c'est ça. Je pense que c'est peut-être que là, c'est juste comme, peut-être que ton enfant ne devrait pas... Hey, je sais pas, là, j'ai l'impression... Je réfléchis en te parlant, puis peut-être que j'ai plein de préjugés à déconstruire, là. C'est vraiment, ouais. Mais je pense que c'est ça qui dérange les gens, c'est dans l'allaitement, c'est, mettons, certaines photos qu'on a vues de les ados, elle pose un peu c'est ça. En allaitant, puis je pense que c'est ça qui dérange les gens. Moi aussi, je pense que c'est ça. Puis c'est la pose un peu... c'est plutôt intéressant. Je pense que ça fait réagir surtout les femmes, pas tant les hommes. J'ai remarqué dans les commentaires, c'est beaucoup des femmes qui étaient comme « Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que ton enfant est dans ce thirst trap? Pourquoi est-ce que... » Les gens ne sont pas dérangés tant de l'allaitement prolongé qu'elle fait. Je pense que c'est plus l'idée qu'elle pose avec son enfant de manière sexy en allaitant. Oui, c'est ça. Peu importe ce qu'il fait avec, là. Fait que bref, je n'ai pas de réponse. Je pense juste qu'on devrait peut-être dire aux femmes de faire ce qu'elles veulent faire. Ça, c'est toujours une bonne réponse, peut-être. Ben oui, mais tout le monde peut faire ce qu'ils veulent. Si Lisanne Nadeau veut poster ces photos-là, je veux pas l'empêcher. Je vais juste dire que, mettons, moi, je pense pas que je le ferais. Mais je pense aussi, c'est peut-être, vu que j'ai allaité, justement, l'allaitement est... Il y a quelqu'un qui a un appel en ce moment dans notre podcast. Charlotte Anao. Bonjour, Anao. Ben, ça m'a déconcentré tout ça. Mais mon point, c'est plus parfait. Que ça va être ça, puis ça, pendant que notre invité là-dessus. Oui, tout à fait. Je pense qu'on a un invité très spécial cette semaine. C'est pas n'importe qui. C'est le nutritionniste urbain Bernard Lavallée. On avait envie de l'inviter parce que vous savez probablement pas, mais mars, c'est le mois de la nutrition. Oui, moi, c'est Gab qui m'a appris ça. Mais Bernard, tu peux te joindre à nous? Je ne savais pas que mars était le mois de la nutrition, mais je suis contente de l'apprendre. Puis on a la parfaite personne pour parler de nutrition, justement. Là, on a fait de la mauvaise promo si vous ne saviez pas ça. Là. Ben moi, tout le monde devrait savoir. C'est la célébration de l'année après Noël. Oui. Mais tu sais, mes vrais bons amis, ils m'envoient des lettres pour me féliciter, pour me dire bon mois de la nutrition, amuse-toi bien, merci d'être dans ma vie. Non, mais je me suis dit peut-être que les gens de Radio-Canada, Mordu et compagnie sont très... Mais pour vrai, oui. C'est le mois de l'année. Non, mais sans joke, oui. Okay. Dans le sens que, tu sais, c'est clair que comme nutritionniste, on est occupé vraiment beaucoup pendant le mois de la nutrition. Et là, tout le monde se réveille. Puis là, toutes les compagnies veulent qu'on vienne donner des conférences. Puis là, c'est comme, tu sais, c'est le mois. Fait que oui, ça marche. Tu sais, comme les affaires de le mois de ci, le mois de ça, je vous confirme que ça marche. En tout cas, pour la nutrition, c'est le jour et la nuit. Ah ouais, vraiment. Mais Bernard, on était tellement contente que tu acceptes parce qu'on a l'impression que, justement, en ce moment, avec l'actualité, notre alimentation, ça n'a jamais tant été au cœur de nos préoccupations. Puis là, il y a des drôles de liens entre la politique et puis nos choix, ce qu'on met dans notre panier d'épicerie. C'est vraiment spécial. Ça doit être une période quand même intéressante pour toi. Bien, moi, toutes les périodes sont intéressantes parce que ça fait plus que 10 ans maintenant que je fais de la communication en nutrition à la base, mais maintenant plus alimentation générale. Puis s'il y a un des trucs que j'ai compris avec le temps, c'est que tous les sujets, on peut lier l'alimentation à n'importe quel sujet. Même avec mon balado, on s'appelle On déjeune, on s'intéresse à raconter la vie, genre, et la société à travers l'alimentation. On peut aborder n'importe quel sujet. Fait que là, tu me dis, il y a des liens avec la politique, mais c'est comme, ben oui, mais depuis toujours, il y a des liens avec la politique et l'alimentation. C'est juste que c'est des vagues. Fait que selon l'actualité, selon qu'est-ce qui se passe, ben là, il y a des sujets qui deviennent plus importants que d'autres. Puis en ce moment, tu as tout à fait raison. Je pense que pour beaucoup de gens, le lien entre politique, boycott, économie est assez clair. Vraiment. Ben c'est ça, on voulait parler de l'impact des tarifs douaniers sur notre panier d'épicerie, mais on dirait qu'on est déjà tanné d'en parler. Comme les gens sont devenus un peu crazy avec l'achat local ces temps-ci, surtout anti-américains. Mais moi, je suis 100% crazy, là. Ouais, est-ce que toi, tu fais partie de ces gens qui regardent dans l'épicerie États-Unis? Non, pas ces carottes. Oui. Ça a duré pour toi? Parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ce buzz-là a duré 3 jours. Genre, mon père, je sais plus s'il le fait, tu sais. OK, ben écoute, mais il était fou au début. On s'entend que moi, dans la vie, j'ai jamais commencé à regarder le panier des gens puis comme, justement, les chicaner sur quoi que ce soit. Là. Fait que les gens peuvent bien faire ce qu'ils veulent. Mais pour moi, le lien est très clair de dire je suis capable de démontrer mon mécontentement via mes choix de consommation. Puis c'est un maigre pouvoir que j'ai sur une situation dans laquelle je n'ai aucun pouvoir, là, on va se le dire. Puis pour moi, je le vois un peu comme une façon de calmer mon anxiété. Tu sais, c'est comme... Donald Trump, demain matin, il peut dire ce qu'il veut, puis il peut dire on va envahir le Canada, puis comme j'aurai jamais aucun contrôle là-dessus. Fait que je peux lire les nouvelles, je peux me stresser, il n'y a rien que je peux faire. La seule chose
sur laquelle j'ai un pouvoir, c'est qu'est-ce que j'achète. Et donc, je suis capable de montrer mon mécontentement via un boycott. Et donc, pour moi, c'est une forme d'empowerment. Je l'utilise, puis ça me permet de dire, OK, au moins, j'ai fait quelque chose. Bien sûr que, encore une fois, c'est pas ça qui va tout changer. Puis, oh mon Dieu, là, tous les enjeux géopolitiques seront réglés parce que j'ai acheté une laitue québécoise. Non. Mais, personnellement, je sens que ça aide à calmer mon anxiété. Puis, c'est aussi, je pense, un geste qui témoigne de mes valeurs politiques et qui peut aussi être un exemple envers mon entourage ou les gens qui vont voir que je fais ces choix-là. Fait que je pense que c'est beaucoup plus puissant qu'on peut penser. C'est clair. Puis, est-ce que... Tu sais, il y a beaucoup de contenu sur les produits canadiens qui sont sortis dans les semaines qui ont suivi l'annonce des tarifs douaniers et tout. Mais on s'est comme vite rendu compte que c'était très dur de déterminer qu'est-ce qui est plus vraiment compliqué canadien qu'on pense, là. C'est extrêmement difficile. Puis moi aussi, c'est quelque chose que... Tu vois, c'est drôle parce que dans ma carrière, je m'étais beaucoup penché sur l'étiquetage, tu sais, pour reconnaître des aliments locaux. C'est comment savoir que ça vient du Québec. Ça, c'est comme... C'était assez intégré, puis je connaissais très bien, mais quand j'ai commencé à m'intéresser plus à savoir comment tu fais pour savoir si ça vient du Canada et pas juste du Québec, puis j'ai réalisé, je suis comme, OK, mais il y a vraiment du n'importe quoi là-dedans, puis c'est hyper compliqué. Puis, dans le fond, il y a plein d'étiquetage qui est volontaire. Ça veut dire que c'est même pas obligatoire pour les compagnies de l'inscrire. Donc, même si tu veux faire le meilleur travail possible puis essayer d'acheter juste canadien, des fois, tu ne seras même pas capable d'avoir accès à l'information. Puis ça, je trouve ça vraiment dommage pour les consommateurs. Là. C'est vraiment un manque de transparence. Puis je l'ai vu aussi, vous l'avez vu, c'est sûr aussi, mais dans les dernières semaines, il y a beaucoup de compagnies point qui ont commencé à avoir vraiment peur, justement, de ce pouvoir-là des consommateurs, puis qui ont dit, OK, il faut qu'on change les choses, il faut qu'on canadianise nos produits, que ce soit vrai ou pas. Ou, tu sais, on change rien aux produits, mais là, on va vraiment mettre notre feuille d'érable de l'avant. Ouais. On va montrer que notre 23% d'ingrédients qui viennent du Canada, on va vous le mettre de l'avant pour que vous sachiez que on a emballé nos céréales au Canada, ou, tu sais, des affaires comme ça. C'est rendu un outil marketing maintenant, là. 100%. Mais oui, j'ai vu plein de pubs là-dessus aussi, fait au Québec. Ben oui. Fièrement d'ici, depuis 20 ans, les aliments locaux aussi capitalisent là-dessus. Ben oui, absolument. Mais ça, tu vois, ça montre que le boycott, ça fonctionne. Donc vrai. Ça, pour moi, c'est un autre signe. Tu sais, quand l'industrie se met à shaker, là, puis à dire comme « Oh my God, il faut qu'on change nos étiquetages rapidement parce que là, les consommateurs changent leur comportement », ça prouve qu'il y a vraiment un changement de comportement. Ça prouve que ça a un impact réel sur le portefeuille de ces compagnies-là. Donc, on a un impact comme consommateur en changeant ce qu'on achète. Mais l'autre gros truc qui m'a vraiment gossé avec ça, c'est que, encore une fois, ça fait longtemps que je travaille en alimentation, que je m'intéresse à l'étiquetage des aliments. Je me suis beaucoup plus intéressé à l'étiquetage nutritionnel avec le temps, tu sais, sur les allégations qu'on peut mettre, ces affaires-là. Puis, tu sais, avec le temps, les gouvernements ont mis en place plein de politiques de santé publique pour faciliter la transparence pour les consommateurs, donc pour faire des choix plus éclairés, mettons. Des choix avec lesquels je ne suis pas toujours d'accord, mais ça, c'est pas ça l'important. C'est des choix souvent qui vont à l'encontre de l'industrie agroalimentaire parce que, mettons que tu es une compagnie qui fait, je sais pas, des céréales super sucrées, ça ne tente pas que le gouvernement t'oblige à mettre quelque chose qui dit « mes céréales sont full sucrées ». Donc, l'industrie se bat continuellement contre la santé publique pour dire au gouvernement, non, on ne veut pas les mettre, ou laissez-nous, on va régler ça. Pas besoin de mettre de règlement, nous, on va régler ça nous-mêmes, inquiétez-vous pas, ou tout ça. Ou l'autre argument qui vient tout le temps, c'est, après s'être battu, puis qu'ils n'arrivent plus, ils vont dire, OK, on va le faire, mais s'il vous plaît, donnez-nous un délai d'au moins 3 ans, 5 ans, 10 ans avant d'implémenter. C'est extrême. J'exagère, mais presque pas, sans joke. Avant qu'on l'implante, parce que, tu sais, changer nos chaînes de production, changer nos designs, notre graphisme et tout ça, c'est tellement long à faire qu'on a besoin d'une pause avant de faire les modifications. Mais là, avec ce qui se passe avec les achats locaux, on s'est bien rendu compte qu'en 3 semaines, tous les emballages étaient modifiés. Donc, venez pas nous faire croire que c'est vraiment compliqué pour vous. Non, c'est là ça fait votre affaire de le changer. Fait qu'en 3 semaines, vous avez été capable de tout faire. Mais quand ça fait pas leur affaire, c'est un des arguments qui est toujours mis de l'avant. Puis ça me gosse vraiment beaucoup. Puis ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment sauté aux yeux avec tout ce qui se passe avec les achats locaux parce que j'ai réalisé que je suis comme... Bon, c'est de la bullshit ce que vous me dites depuis toujours. C'est clair. La pandémie aussi, ça m'avait fait cet effet-là de constater à quel point on était capable de changer beaucoup de choses en peu de temps moi si on aussi, s'y met puis on ça, se sent qu'on a le télétravail, mettons. Non, c'est compliqué le télétravail. En 2 semaines, tout le monde était en télétravail. C'était pas si compliqué. Mais oui. C'est embêtant, là. Mais complètement, non, mais complètement. Moi, tu sais, ça a changé ma perception de la vie, là, je pense pour beaucoup de gens, la pandémie, parce qu'effectivement, on se rend compte qu'une situation à laquelle qu'on croyait impossible, ou,
soudainement, c'est « Ah non, ça se peut. Donc, si ça se pouvait, ben tout se peut dans la vie. Ben, tout oui, se peut. Et genre, aujourd'hui, je suis dans telle vie et qu'est-ce qui va se passer dans quelques semaines ou dans quelques mois? J'ai aucun contrôle là-dessus. Ça peut pas changer. Fait que ça revient un peu pour moi, justement, à l'importance de pourquoi j'achète des aliments qui viennent du Canada puis du Québec. C'est parce que hey, c'est la seule chose que je peux faire en ce moment dans une situation où demain matin, on pourrait se faire envahir puis genre, je peux rien faire contre ça. Fait que c'est pas moi qui vais être au front, là. Non, on va être ici à faire notre podcast. Oui, c'est ça. Mais là, au-delà de ce qui se passe dans l'actualité, il y a aussi, comme à chaque année, des préoccupations sur lesquelles le monde buzz un peu en ligne, puis ça influence ce qu'on voit passer dans nos algorithmes sur Instagram, TikTok. Puis là, moi, mes algorithmes ne sont pas très, très nutrition, mais toi, Gab, oui, pas mal. OK. Très préoccupée par ça. Moi, j'étais tellement contente que tu viennes aujourd'hui. J'ai des questions, là. OK, c'est bon. Moi, mon algorithme est très cuisine, whatever, là. Puis là, une des grosses tendances que moi, je voyais en ce moment où chez beaucoup d'influenceurs cuisine et d'influenceurs santé, c'est la protéine. C'est plus juste pour les gym bros, puis c'est pas juste la poudre de protéines. On dirait que tout le monde parle de protéines, high protein cooking, comment en manger plus. Puis là, je vois des gens qui calculent les chiffres de protéines qu'on devrait manger par jour. Puis est-ce qu'on surestime nos besoins en protéines? C'est quoi tes besoins en protéines? Je sais pas c'est quoi, mais je pensais que c'était comme autour de 90 grammes. C'est ça qui est... Pourquoi? Je sais pas, Pourquoi aucune idée. Les gens, ils parlent de 1 gramme par livre que t'as ou une affaire de même, mais je suis comme, est-ce que c'est des faux calculs? Probablement. Mais j'ai pas le goût de calculer ça, moi. Ben, c'est très bien. Oui. C'est très bien. Mais à chaque fois, je dis ça aux gens. Ben, puis on va revenir aux protéines, mais à chaque fois, je suis comme, OK, mettons que je te dis, toi, il faut que tu manges 70 grammes de protéines par jour. Mettons que je te dis ça. Qu'est-ce que tu fais avec cette information-là maintenant? Comment tu appliques ça concrètement dans ta vie? Tu le regardes, je regarde un peu mes céréales le matin, puis j'estime, genre. OK, tes céréales, mais mettons, tu manges-tu juste des aliments avec des emballages, mettons? Non, c'est ça, c'est dur à dire. Puis, tu sais, à moins justement que tu aies un gym bro qui pèse ta bouffe, qui mesure tes trucs, je pense pas que ça tente à personne de se mettre à... Je sens qu'on glisse vers l'alimentation intuitive. Est-ce que c'est là que tu t'en allais? Non, même pas. Ben, même genre, pas besoin moi, je calcule rien, là. OK. Non, mais c'est ça. Ben, en fait, c'est vraiment intéressant ce que tu dis. Parce que... Genre, c'est vraiment pas ça, l'alimentation intuitive. Non, mais c'est intéressant parce que c'est comme, à la base, genre, on n'avait pas besoin de rien calculer quand on mangeait. Tu sais, comme, avant que la nutrition... Non, c'est ça. Avant que la nutrition soit inventée, ça fait à peu près 200 ans que la nutrition existe, là, grosso modo. Dans ses balbutiements, ça vient de la chimie, là. Mais tu sais, avant qu'on découvre que dans les aliments, il y avait des choses, tu sais, comme des glucides, des lipides, des protéines, des trucs comme ça, ça n'existait pas, ces discours-là, de calculer ce qui se trouve dans tes aliments parce qu'on n'avait juste même pas ces connaissances-là. Donc, à la base, manger, ça devrait même pas être une affaire de calcul. Ce n'est devenu qu'une affaire de calcul seulement qu'après que la nutrition a été inventée. Donc, c'est vraiment une affaire très américaine, scientifique, rationnelle et tout ça. Mais bref, juste pour revenir donc, mais là, on appelle ça l'alimentation intuitive des fois, mais c'est juste un terme sur c'était quoi manger pendant des milliers d'années, mais maintenant on appelle juste ça alimentation intuitive, mais c'est juste s'écouter. Mais tu vois, les protéines, c'est intéressant parce que ça fait depuis quasiment la découverte des protéines que ça a toujours été un nutriment qui a été à la mode. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu vraiment beaucoup de moments dans l'histoire de la nutrition où les protéines, c'était le nutriment qu'on ne devait pas manger, versus le gras, le sucre, les glucides. Il y a toujours eu des moments où c'est le nutriment full bon que tu devrais vraiment manger. Après ça, oh non, c'est un poison, il ne faut jamais manger ces nutriments-là, puis ça fluctue tout le temps. Les protéines, elles sont toujours réussi à passer un peu sous le radar, puis à rester comme le nutriment qu'on devrait toujours manger. On a toujours été obsédé par ça, on a l'impression que c'est nécessaire d'en manger vraiment beaucoup parce que ça construit notre corps, puis c'est la base de notre corps, puis c'est pour ça. Tu sais, je peux pas t'expliquer 100% d'un point de vue genre sociologique le pourquoi, mais grosso modo, elles ont toujours été très à la mode. Donc, c'est pas surprenant qu'en ce moment, tu aies autant de discours pro-protéines, c'est parce que ça a toujours été un nutriment vraiment à la mode, mais tu as raison qu'en ce moment, c'est une coche de plus. Le monde capote, là. Comment je mange 50 grammes de protéines au déjeuner? Ça me semble être beaucoup. Mais justement, la réalité, c'est que la majorité des gens dans les pays développés, mettons au Canada, on va dire, consomment déjà suffisamment ou trop de protéines. C'est genre un des nutriments qu'on manque vraiment pas de manière générale. C'est relativement facile de combler ses besoins quand tu manges des aliments qui vont contenir des protéines à chacun de tes repas. Puis on est tellement obsédé que là, on se fait dire non, t'en manges, il faut que t'en manges plus. Puis là, l'industrie s'est mise à développer des produits qui sont enrichis en protéines de toutes sortes. Puis là, qu'on dit c'est plus suffisant, il ne faut plus que tu en manges juste dans tes repas, il faut que tu en manges aussi à tes collations. Puis à tous les moments de la journée, c'est un bon moment pour manger plus de protéines. Et c'est aussi que le terme protéine est devenu associé au terme santé.
C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'un aliment qui contient des protéines est nécessairement un aliment qui va être bon pour la santé. Puis même des fois, je vois passer des... Moi, ça me fait capoter vraiment. Je sais pas si c'est parce que je suis en train de devenir une autre génération, mais des plus jeunes que moi qui vont dans certaines bannières d'épicerie santé, Avril. puis qui vont faire des hauls de genre voici ce que les j'ai acheté à 72 l'épicerie. aliments que j'ai achetés là, qui sont tous des aliments ultra transformés, des poudres, des sirops, des aliments comme avec 72 000 ingrédients. Puis je suis comme, c'est fou parce que toi, ta perception, là, c'est t'es allé dans une épicerie santé, puis donc tout ce que tu as acheté dans ta tête, tu considères que ce sont des aliments santé, mais moi, ma perception de ce qui est un aliment qui serait bénéfique pour ta santé est à l'opposé complète de tout ce que tu me montres présentement. Mais l'industrie a réussi à te faire croire, notamment, mettons, avec l'association avec les protéines, on a réussi à te faire croire que oui, ta poudre de protéines, même si c'est pas un aliment, là, c'est littéralement genre déconstruit. On a déconstruit des nutriments pour être capable de produire ça. C'est ultra transformé. On a réussi à te faire croire que parce que c'était des protéines, nécessairement, ça va être bon pour ta santé. Bref, tout ça pour dire que on est obsédé complètement par ça. Le marketing est très, très, très bien fait. Donc, les gens sont vraiment brainwashés puis ils y croient vraiment. Mais la réalité, c'est que la majorité des gens ne manquent pas de protéines. Même les végétariens. Même les végétariens. Moi, je suis végétarienne, puis c'est beaucoup une question que les gens me posaient, mais j'avais fait des recherches, puis j'avais découvert ça, justement, que les gens surestiment leurs besoins en protéines, donc ils avaient peur pour ceux des végétariens. Exact. Puis, encore une fois, ça se peut de manquer de protéines, ça se peut, comme manquer de n'importe quoi. Mais généralement, si tu manges une alimentation variée, que tu manges des sources de protéines à chacun de tes repas, mais encore une fois, ça peut être des aliments entiers, pas des aliments enrichis en protéines, tu devrais être capable de combler tes besoins. Puis même, tu sais, moi, j'ai des collègues nutritionnistes qui travaillent avec des athlètes de haut niveau, là, même des athlètes olympiques. Puis même dans cette catégorie de personnes-là, les suppléments de protéines, c'est genre la dernière chose qu'ils font, là, qu'ils prennent. Ah ouais. C'est d'abord, c'est l'entraînement. Après, c'est l'alimentation générale. Puis le repos, genre. Puis comme une fois que ces trois grands piliers-là sont comblés, là, ça se peut que tu te mettes à intégrer genre des suppléments. Mais là, je te parle d'athlètes olympiques de haut niveau, là, tu comprends? Alors, je m'excuse, mais non. Le public en général n'a absolument pas besoin de suppléments de protéines, mais le marketing a vraiment réussi. Puis en ce moment, ça passe beaucoup par notre perception de si un aliment est enrichi en protéines, alors nécessairement, il est bon pour notre santé. Puis c'est ça le gros marketing, je te dirais, qui fait que ça le pousse en ce moment beaucoup. Bon, mais les gens, achetez votre pot. Ah oui. Ben, vous pouvez le Ou finir, rachetez-en pas. Achetez-le pas, mais comme rachetez-en peut-être pas. Ben moi, j'ai tellement de questions, justement. Toutes ces tendances-là, ces calculs-là que les gens ont tendance à faire. Genre, pour vrai, je n'ai jamais pensé à ça de ma vie. Puis c'est sûrement parce que je suis pleine de privilèges de plein de façons, là. Ouais. Mais genre, je me demande jamais si j'ai assez de protéines, assez de vitamines, assez de... Puis je sais qu'il y a des gens qui font des tests sanguins, là, qui vont voir si, genre, tout est chill puis qui ont assez de nutriments. J'ai jamais fait ça. Est-ce que je fais de l'alimentation intuitive ou est-ce que je comprends pas c'est quoi l'alimentation intuitive? En fait, c'est parce que l'alimentation intuitive, c'est un concept qui a été développé par des nutritionnistes spécifiquement pour rétablir la relation que les gens entretiennent envers l'alimentation. Puis c'est spécifiquement, même, je te dirais, avec les gens qui soit souffrent de troubles alimentaires ou qui ont fait beaucoup de diètes dans leur vie. Donc, c'est vraiment comme un protocole, si on veut. Tu sais, comme tu as des étapes qui vont être suivies, puis c'est vraiment comme un procédé, un processus qui va se faire avec une nutritionniste dans son bureau, puis tout ça. Dans les dernières années, c'est sûr que c'est devenu à la mode. On a commencé à parler de ça, puis là, en essayant de vulgariser trop, peut-être que ça a comme trop simplifié le concept. Là, les gens étaient comme, dans le fond, c'est juste penser à rien, puis manger ce que tu veux, puis t'en foutre un peu. C'est la version LEDM C'est de ça, l'alimentation. c'est comme encore un autre concept qu'on a trop simplifié, puis les gens appliquent tout croche. Oui, mais tu vois, c'est drôle parce que dans la vie, moi, je suis un vulgarisateur scientifique. Donc, faut que tu trouves à un moment donné la balance entre OK, je peux tout expliquer de A à Z en détail un concept, mais tu vas trouver ça vraiment plate puis tu vas pas m'écouter, fait que ça marchera pas. Tu comprendras peut-être pas. Ou je peux aller à l'autre extrême de je te simplifie ça en 3 mots, genre mange ce que tu veux, tu sais, genre je sais pas quoi. Là, c'est comme trop simplifié, fait que ça marche pas non plus. Fait que pour moi, la vulgarisation scientifique, c'est comme un art de OK, il est où le juste milieu? Comment est-ce que je fais pour être capable d'en dire juste assez pour que ce soit suffisant pour que tu sois capable de comprendre quelque chose et d'apprendre, mais sans que ça devienne plate puis que je te raconte tout ça. Et donc, c'est impossible d'arriver à ce juste milieu-là avec tous les sujets puis avec tout le monde aussi parce qu'on part toutes de connaissances différentes. Fait, avec l'alimentation intuitive, c'est ça, tu sais, c'est comme, oui, tu sais, j'essaie de le simplifier le plus possible, mais en même temps, tu veux pas, tu vas devoir
t'es obligé de tourner les coins ronds un petit peu parce que sinon, ils vont pas t'écouter. Fait que là, oui, ça peut mener à une incompréhension. Mais pour moi, tu sais, le monde idéal, ça serait effectivement que les gens n'aient pas besoin de commencer à calculer leurs calories, leurs vitamines, tout ce qu'ils mangent. En fait, j'ai écrit un livre complet là-dessus il y a plusieurs années qui était spécifiquement sur à quel point c'est impossible de commencer à tout calculer, puis qu'on se fait lancer des messages comme quoi c'est ça qu'on devrait essayer de faire, puis d'être le plus en contrôle possible de notre alimentation, puis de tout ce qu'on mange, puis de tout calculer, puis s'assurer qu'on manque de rien, ou voire même d'optimiser. On est en ce moment dans la sphère de la santé puis de la nutrition, on est dans une ère de l'optimisation. C'est-à-dire qu'être en santé, c'est plus suffisant. Il faut que tu ailles à une sur-santé, si on veut. Donc, oui, les micronutriments, les suppléments alimentaires, les patentes. Pour moi, tout ce qui est le microdosing, ça rentre dans cette même philosophie-là. C'est-à-dire, le microdosing, c'est quoi? C'est d'être comme une coche au-dessus de la normale, ou de ton état normal. C'est comme you, but better. C'est un peu ça qu'on veut te vendre. Exactement. Donc, c'est l'optimisation de la santé pour être plus productif, pour être plus riche, pour être plus populaire, pour être plus 1000 raisons différentes. Et donc, le calcul des nutriments, ça rentre dans cette sur-optimisation-là de la santé, de dire, OK, si tu veux vraiment être en santé, voici le nombre de protéines que tu dois manger, puis même, prends-en plus parce que tu vas avoir tel bénéfice, puis on fait ça avec tous les nutriments. Mais la réalité, c'est que c'est extrêmement complexe de vraiment avoir accès aux bons chiffres. C'est extrêmement complexe de l'appliquer dans la vie de tous les jours chez la majorité des gens. C'est hyper élitiste aussi, on va se le dire. Là. C'est la chose la plus élitiste avoir ever. Du temps, mais oui, pas le temps, avoir accès à ces soins-là, à ces connaissances, à ce temps pour commencer à tout. Il ne faut pas que tu aies beaucoup d'autres problèmes dans la vie pour commencer à faire First tout world ça. problem, on en parlait tantôt, ça c'est... Puis, tu sais, imaginez, mettons, là, je reviens avec mes épiceries santé, là, mais imaginez si c'était vrai, mettons, que ces épiceries-là, c'était le seul endroit où tu pouvais vraiment acheter des aliments qui sont bons pour la santé. Ce serait tellement problématique. Ah, mais ça faisait partie des trucs qu'on voulait peut-être parler, là, genre aux États-Unis, le Erewhon. Les épiceries de luxe où ça coûte super cher, puis les gens ont l'impression que vu qu'ils ont de l'argent, ils ont accès à une meilleure santé, ce qui est probablement pas vrai. Ouais, en fait, tu vois, je m'intéresse vraiment beaucoup au Erewhon, puis on sort une nouvelle série pour mon balado qui porte sur l'inflation des aliments puis l'insécurité alimentaire. Puis j'ai fait justement un petit segment sur le Erewhon parce que... Donc, Erewhon, vous savez c'est quoi? Là? C'est une épicerie genre ultra de luxe aux États-Unis. Tout est 30 $, je pense, à la base. Là, comme juste, ça commence à 30 $. On va juste rentrer, il y a un frais. Et les jus sont comme 50 $. Ça n'a pas de sens. C'est des prix qui n'ont aucun sens pour qui ils n'ont pas de sens? Ils n'ont pas de sens pour la classe moyenne. Donc, nous, mettons. Là, parce que, encore une fois, sur l'insécurité alimentaire, ils ont vraiment pas de sens. Tu comprends? Oui. Mais là, pourquoi est-ce que ça circule autant? C'est parce que même pour nous, mettons, qui techniquement, on est des gens privilégiés dans la société, on appartient à la classe moyenne, on peut aller à l'épicerie. Même pour nous, c'est genre next level, on ne pourra jamais se payer des aliments à ce prix-là. Mais il y a des gens qui sont capables. Clairement, sinon ça n'existerait pas et ça ne serait pas aussi populaire. D'ailleurs, la chaîne est en pleine expansion. Là. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais d'ailleurs, j'ai regardé un peu son histoire, mais c'est une chaîne qui date des années 60. Ça fait je pensais que super c'est longtemps, nouveau. mais elle a été rebrandée en 2011 comme chaîne d'épicerie de luxe. Puis c'est à partir de là que ça a commencé à être populaire. Puis là, ils sont passés de une épicerie à genre au moins une dizaine. Puis il y en a plein qui vont ouvrir dans les prochaines années qui sont prévues. Tu sais. Fait que, bref, ça pour moi, c'est catastrophique. Mais c'est extrêmement parlant de la situation économique actuelle. C'est-à-dire qu'en ce moment, on est en train de voir un déclin de la classe moyenne. Puis donc, il va y avoir les riches qui sont de plus en plus riches, puis tout le reste de la population. Puis là, le Erewhon, pour moi, c'est une des meilleures ou pires manifestations de ce phénomène-là, de dire, là, tu vas avoir un système alimentaire à deux vitesses qui est en train de devenir de pire en pire. Tu vas avoir d'un côté les gens ultra riches qui vont être capables de se payer des aliments frais, peu transformés, qui sont plus nutritifs. Donc, en gros, des fruits puis des légumes, puis des aliments de base. Exactement. Qui peuvent être probablement bio, produits éthiquement, et tout le tralala, et qui n'exploitent pas les gens. Puis de l'autre côté, tu vas avoir tout le reste de la population qui n'est pas capable de se payer ça et qui doit se retourner vers des aliments ultra transformés qui contiennent beaucoup d'additifs, qui vont subir des transformations industrielles, qui sont moins nutritifs, qui sont produits en exploitant la nature, en exploitant les travailleurs, en exploitant comme plein de trucs. Qui sont moins bons aussi au goût. Qui vont absolument, qui risquent d'être aussi moins bons pour le goût, mais qui te remplissent le ventre, grosso modo, que ça te remplit le ventre puis that's it. Et ça, c'est très, très, très
c'est catastrophique. Là. Puis c'est vers ça qu'on s'en va. Puis on le voit avec les statistiques en ce moment d'insécurité alimentaire, même ici au Québec, qui sont en explosion. C'est exactement vers ça qu'on s'en va. Là. Donc, si tu as les moyens, tu vas pouvoir continuer à manger correctement puis suivre les recommandations de santé publique. Puis tout le reste de la population, c'est débrouillez-vous puis allez aux banques alimentaires. Puis c'est comme pendant que tu as une longue file devant ta banque alimentaire, tu as genre la longue file pour le nouveau smoothie au Air One qui vient de sortir puis qui coûte genre 30$. Il y a une version locale en décès proche d'ici. Je pense que ça s'appelle Chaka quelque chose. Ils font des smoothies à 30$ environ. C'est indécent. Mais avec 2000 suppléments qu'on ne sait pas c'est quoi. Là, mais c'est incroyable. Ouais. Mais ça là, l'alimentation a toujours été un marqueur de classe sociale. Depuis toujours. Ben, tous les comportements de consommation sont des marqueurs de classe sociale, mais l'alimentation, ça en fait partie. Fait qu'il y a toujours eu des aliments pour les riches puis des aliments pour les pauvres, puis ça fluctue. Fait que là, à un moment donné, quand quelque chose devient trop accessible, les riches s'en désintéressent parce que là, tous les pauvres, ils mangent ça. Fait que moi, je vais arrêter de le manger. Fait que aller s'acheter un smoothie au Air One, même si c'était le seul smoothie que tu vas manger dans ton année, mais juste le fait que tu l'aies montré sur TikTok, que tu l'as pris, tu signales que tu fais partie d'une certaine classe sociale, que toi, tu es capable d'en faire partie. Tu fais semblant, peut-être. Oui, mais c'est le même principe que, tu sais, les gens qui louent des jets privés juste pour aller se prendre en photo dans les jets privés. Je sais pas si vous aviez vu ça. Ah non, mais ça m'étonne pas. Tu peux avoir un service de genre, je m'en vais, genre juste je peux faire des vidéos de moi dans un jet privé comme si je l'avais pris. Ah, mais tu décolles pas? T'es genre dans l'aéroport. Wow, c'est loser. C'est triste. C'est tellement la semaine passée, en plus, on parlait avec notre collègue Naomi des gens qui payent... Des jockeys, comment on appelait ça? En tout cas, des gens qui payent des gens pour courir à leur place sur Strava. Ça revient au même. C'est comme le marketing de soi va beaucoup trop loin, là. Genre, arrêtez tout. C'est aller prendre une petite marche. Mais là, c'est comme Elon Musk qui avait payé quelqu'un pour rendre son bonhomme à genre level 100 dans un jeu vidéo, là. Ah, mon Dieu, c'est tellement niaiseux. Ça me fait de la peine pour ces personnes-là. Mais si vous voyez comment c'est hyper... c'est triste, mais c'est vraiment intéressant. Là. Ça montre à quel point qu'on te fait croire « Ah, moi, je le fais pour ma santé. Moi, je cours là, parce que c'est bon pour ma santé, puis on me l'a dit. C'est performatif au final. C'est 100% performatif si tu es prêt à payer quelqu'un pour avoir un bon score de course. De la même manière que... moi, tout ce que je veux montrer, c'est « Ah, j'ai acheté cet aliment-là qui était bon pour ma santé. » C'est performatif. Tu sais, aller au gym, justement... Aller au gym, c'est faire partie d'une communauté, d'autres personnes qui vont y aller. Puis manger les mêmes aliments que les gens qui vont au gym, tu fais partie de la gang, toi aussi. Fait que ton shake de protéines, il remplit pas juste le besoin de vraiment te donner des protéines, même si c'est ça l'excuse que tu donnes, puis c'est vraiment nécessaire. Non, c'est « Hey, je fais comme tout le monde. » Puis le gars à côté de moi qui est vraiment musclé, lui aussi, il prend ce shake de protéines-là. Fait que moi aussi, je vais avoir les mêmes bénéfices. Fait qu'on fait partie de la même gang. Puis Et donc, c'est ça. Fait que bref, ça pour dire que le marketing joue aussi beaucoup là-dessus. Tu sais. Ben oui. Ça me fait penser au café Alphabet et les matchas avec la mousse rose qu'ils font. Là, c'est comme rendu un marqueur de classe d'aller là puis de te faire ton matcha latte rose. Non, mais c'est sûr. Non, mais c'est exactement ça. Ou c'est la même chose que d'aller dans le nouveau petit restaurant qui vient d'ouvrir puis que là, ça fait 3 semaines qu'il est ouvert, puis moi, je suis allée. Ou genre, moi, j'ai découvert ce petit restaurant-là, genre que personne connaît à Montréal. Tu sais. Tout ça, c'est des marqueurs de classe sociale parce que ça te prend un capital de temps, un capital d'argent, puis un capital de connaissances aussi, pour être capable de déterminer ce que... Ça, c'est cool, genre. Mais puis genre, moi, je vais te le dire que c'est cool. Fait c'est complètement des marqueurs sociaux, complètement. C'est tellement intéressant, ces intersections-là. J'ai l'impression qu'on n'en parle jamais, tu sais, puis qu'on parle de nutrition souvent comme si c'était un vase clos, puis c'est juste ce que tu manges au dîner. Oui, tu sais, c'est pas ça. Vitamine, mais c'est plus que ça, c'est social aussi. Mais c'est une excuse, c'est-à-dire que c'est comme le layer numéro 1. Fait qu'on va te dire, tu manges, ou même on va le croire nous-mêmes de dire, mettons, je mange full de protéines parce que c'est bon pour ma santé. Mais non, il y a genre 12 raisons pour lesquelles tu manges des protéines en ce moment qui vont bien au-delà de ta santé. Tu te rends peut-être même pas compte des raisons pour lesquelles tu achètes ces produits-là, mais le marketing l'a compris, puis il y a plein de phénomènes sociaux qui entrent en ligne de compte qui font que c'est ça, ce choix-là que tu as décidé de prendre. Puis moi, c'est ce qui m'intéresse le plus en alimentation, c'est justement d'aller creuser toutes ces raisons-là, puis de comprendre pourquoi les gens mangent. Je me suis beaucoup moins intéressé dans la vie à qu'est-ce que les gens y mangent, mais beaucoup plus à comprendre, OK, mais pourquoi tu as choisi ça plus que ça? Pour moi, c'est là qu'il y a vraiment les vraies interrogations à avoir. On aurait comme pu parler pendant des heures, je pense. Fascinée par ça. C'est tellement intéressant. Oui, merci tellement, Bernard, d'être venu. C'est déjà tout le temps qu'on avait. Mais merci vraiment d'être venu au podcast. Puis là, c'est là qu'on te laisse quitter
C'est le moment qu'on te kick Au out. C'est le moment où on revoir, kick je out vais pour me prendre un faire petit closer mon smoothie. affaire. Oui. Ah oui, c'est juste à côté. Hein, c'est vraiment 500 mètres, puis tu payes 30 Est-ce que tu veux faire ton dernier contenu enregistré? Ah oui, mon contenu enregistré cette semaine, ben justement, ça parle de nutrition. Hey, mais moi aussi. J'ai vu quelque chose sur TikTok que j'ai trouvé vraiment révoltant. C'est un TikTok de William la banane. Il parle de Je l'aime. lui-même. Je te fais écouter. Outré. Dans la boîte HelloFresh cette semaine, il y a des pubs pour Ozempic. Je suis folle ou genre tu fais pas des pubs pour le Ozempic pour le grand Dans public? ta boîte. Ceux qui savent pas c'est quoi. Oui, alors, il y avait de la promotion pour Ozempic dans des boîtes de HelloFresh à Montréal. OK, puis on en a parlé tantôt, mais quand on va au hockey féminin, Oui. que j'appelle affectueusement le hockey des lesbiennes, Oui. il y a des pubs de Ozempic partout aussi. Puis pourquoi? C'est Parce que c'est majoritairement un public de femmes. C'est ça. Et donc, elles veulent peut-être plus perdre du poie. Et Tellement donc, des tu jeunes veux leur filles qui voient vendre. ces pubs-là. C'est C'est complètement troublant. problématique, ouais. Ben, j'ai lu un commentaire en dessous de cette vidéo, justement, qui disait que la mère d'une personne qui commentait n'avait plus accès au Ozempic et elle souffrait de diabète parce Ah, qu'il y mon avait Dieu. comme il y a un manque de Ozempic sur le marché. C'est. C'est problématique. Puis est-ce qu'on doit c'est tenir les tellement compagnies responsables aussi? Ben, moi, je pense que oui. HelloFresh, Je pense bonjour, que HelloFresh a qu'est-ce qui fait se passe? une erreur de jugement de mettre une pub de Ozempic dans sa boîte. Là. C'est Si ça, vous voulez surtout- manger moins de produits. Ben c'est ça, surtout De une compagnie qui vend de la bouffe. Ben oui, C'est c'est bizarre de move. je sais pas, je trouve que c'est faire la promotion de troubles alimentaires. C'est ça. Mais tant qu'elle est dans le wellness, moi, je t'ai fait écouter une vidéo d'une fille qui boit de l'eau, mais pas comme les autres. Attends, évidemment, il y a un petit bug. Je la charge en belle vibration. Je pose mon verre sur une pierre de sélénite, gravée d'une fleur de vie. Je prends une grande inspiration et j'infuse mon eau d'amour et de gratitude. Ça harmonise ses fréquences, amplifie son... Wow! Une eau infusée à quoi? Elle a une petite pierre, c'est comme un sous-verre sur lequel elle dépose son verre d'eau et ça l'infuse de patentes qui la font sentir mieux, plein de wellness. C'est trop pour moi. Moi, le prix de ce petit sous-verre m'intéresse beaucoup. Je suis sûre que c'est comme 60 Il est très beau, Connaissez-vous ça. le Brita? Oui. C'est Non, mais une ça, alternative intéressante Non, à ça, la ça pierre. file ton eau. Oui, Mais elle, ça l'infuse. il y a une certaine énergie qu'on retrouve dans l'eau. C'est ça, c'est comme les cristaux, mais pour On ton est ventre. ailleurs. C'est ça. Ben, je pense que c'était tout pour aujourd'hui. Merci Gab, merci Bernard d'avoir été là. Si vous avez aimé ça, vous savez quoi faire. Likez, partagez, abonnez-vous pour ne jamais... Hey, tout le monde éternue. Coudonc, aujourd'hui, ne jamais rater un épisode. Puis pour plus de conversations éclairantes, d'histoires surprenantes et de rencontres extraordinaires, abonnez-vous au Micro Mag Urbania. C'était Flo et Gab. On se retrouve la semaine prochaine. Bye.